Et chères participantes et chers participants, de bien vouloir mettre vos micros en mode muet, qu'il n'y ait pas de bruit parasite pendant la conférence. Je vous en remercie par avance. Bien, mesdames, messieurs, chers alumni, chers amis, bonsoir à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux de vous accueillir aussi nombreux ce soir. C'est le signe de l'intérêt que vous portez à nos invités qui viennent partager avec chacune et chacun d'entre vous des années d'expérience au plus haut niveau dans le domaine de la sécurité publique et notamment au sein d'unités d'élite d'intervention française. Alors nous recevons en effet aujourd'hui Jean-Michel Fauvergue, ancien patron du RAID. Monsieur Fauvergue, bonsoir. Bon. Nous recevons Thierry Orozco qui lui a dirigé le GIGN. Général Orozco, bonsoir. The other S. So we're the other S. Si vous voulez bien mettre vos micros en mode muet, merci, messieurs, dames. Pour une conférence qui est animée ce soir par Guillaume Fargue. Guillaume Fargue qui est enseignant à Sciences Po au sein de l'EAP, de l'École des affaires publiques. Il est spécialiste des questions de sécurité et de défense, bien connu des alumni de Sciences Po. Guillaume, bonsoir. Bonsoir Bernard, bonsoir. Alors merci messieurs d'avoir accepté notre invitation pour un échange à l'occasion de la publication récente de votre ouvrage écrit à deux qui s'intitule GIGN RAID, deux patrons d'unité face aux nouvelles menaces, ouvrage qui est paru en octobre dernier aux éditions Mareuil. Alors Jean-Michel Fauvergue, je le rappelle à nos auditeurs, vous avez été patron du RAID de 2013 à 2017, à mars 2017. En 2017, vous rejoignez la vie politique, notamment le mouvement En Marche. Vous vous présentez aux élections législatives. Vous êtes élu député de la 8e circonscription de Seine-et-Marne en juin 2017 et aujourd'hui vous êtes notamment co-rapporteur de la loi sur la sécurité globale. Général Thierry Orozco, vous êtes entre autres diplômé de Saint-Cyr, de l'école militaire de Saint-Cyr. Vous devenez commandant en second du groupe d'intervention de la gendarmerie nationale, du GIGN en août 2009. Vous êtes commandant du GIGN à compter du 30 mars 2011, puis élevé au rang et appellation de général de brigade le 1er juin 2013. Vous quittez le GIGN en 2014 et devenez président d'Obvious Technologies, une entreprise spécialisée dans les questions de sécurité. Alors, vous allez nous parler ce soir de ce qu'est le quotidien de ces troupes d'élite que vous avez commandées. Vous allez partager avec nous et avec l'ensemble des alumni de Sciences Po votre analyse des menaces qui pèsent sur la France notamment. Et pour mener ce débat à bien, je laisse, mesdames, messieurs, immédiatement la parole à Guillaume Fargue et je vous souhaite une excellente soirée et une excellente conférence à toutes et à tous. Guillaume. Merci Bernard pour cette introduction. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à Jean-Michel. Bonsoir mon général. Très heureux de modérer cette conférence à deux voix, puisque cette conférence porte, ou en tout cas a été motivée par le fait que vous avez publié aux éditions Mareuil ce livre-là, qui est un livre donc à deux voix. Et donc, c'est une conférence à deux voix sur un livre à deux voix. Le chiffre 2, on le quitte pour le chiffre 5, puisqu'il y a 5 parties dans la conférence de ce soir. On va d'abord parler de vos unités respectives, puisque vous avez respectivement commandé le GIGN pour vous, mon général, le RAID pour vous, Jean-Michel Fauvergue. Ensuite, on dira aussi un mot du sujet précis du livre, qui est la coopération entre ces deux forces d'intervention, police, gendarmerie, puisque vous avez, et c'est ce que vous expliquez dans le livre, pris l'initiative, un peu d'ailleurs, c'était un peu votre propre initiative, vos initiatives. Je ne suis pas certain, quand on lit le livre, que vos hiérarchies étaient tout à fait favorables à cette prise d'initiative, au moins au départ, l'initiative d'échanger, de coopérer, et donc vous racontez cela dans le livre, donc on parlera aussi de cela. Dans un deuxième temps, le contexte de cette coopération entre vos deux unités, ce qui nous amènera assez naturellement vers un troisième temps, qui est ce momentum des attentats de l'année 2015 et qui vont faire qu'on va revisiter le schéma national d'intervention et que peut-être dans ces deux unités que vous avez commandées,
on travaille plus tout à fait comme on travaillait auparavant. Enfin, vous nous raconterez cela. Et enfin, 2 derniers temps, un temps pour parler plus généralement coopération police-gendarmerie, un temps pour parler du management, parce qu'il y a des passages dans le livre qui portent sur le fait de commander des hommes et des femmes. Il y a un passage sur les femmes qui sont un peu particuliers, qui ont des personnalités fortes. Et donc, vous avez été 2 chefs de personnes, ou en tout cas de personnel qui avaient quand même un certain caractère, il faut bien le dire. Donc, vous nous parlerez aussi du management. Et puis enfin, en toute fin, bien sûr, les questions. Donc, sans plus attendre le premier temps du débat, les unités, le GIGN, le RAID. Je vous propose, mon général Thierry Roscoe, de commencer par une petite présentation du GIGN, parce que le GIGN, les Français, pour les plus anciens de nos alumni, l'ont découvert au moment de la prise d'otage de l'Oyada. C'était à Djibouti. Et puis ensuite, on en a parlé un petit peu au moment de la grotte d'Ouvéa en 88. Bien sûr, l'immense intervention de Marignane à Noël 94, dont quasiment tout le monde se souvient pour celles et ceux qui étaient nés et pour les autres, puisqu'il y a des non-alumni parmi nous ce soir. Il y a eu un film, L'Assaut, sur cette intervention, qui a énormément popularisé le GIGN, et même encore plus récemment, l'intervention du Ponant en 2008, et bien sûr l'intervention à Damartin, qui a conduit à la neutralisation des frères Kouachi, qui étaient les auteurs de l'attentat de Charlie. Donc le GIGN, il y a cette mythologie autour de la devise s'engager pour la vie. Il y a une unité d'élite de la gendarmerie nationale. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Comment vous nous raconteriez en quelques mots ce qu'est le GIGN? Alors, d'abord, pour dire que le GIGN, c'est une unité qui a été créée parce que justement, il y a eu un besoin qui s'est exprimé un peu partout en Europe et dans le monde. C'était après les Jeux Olympiques de Munich où on a découvert une action terroriste sur un grand événement. Et on a découvert que, on ne s'improvisait pas à faire des interventions dans ce domaine-là, puisque les forces de police allemandes n'ont pas été très efficaces. Ils ont tiré d'importantes leçons, puisqu'ils ont créé l'équivalent du GIGN à l'époque, le GSG9. Et donc la gendarmerie a tout naturellement pensé qu'il fallait qu'elle crée une unité en son sein pour faire face à de tels événements. Alors, au départ, on voit bien, c'est une prise d'otage terroriste, parce qu'à l'époque, le mode opératoire est d'abord la prise d'otage. On va voir que ça va évoluer avec le temps, et le GIGN, pendant ses 45 ans d'existence, ne fera que s'adapter à la menace terroriste. Alors, s'adapter, ça ne veut pas dire toujours réagir, ça veut dire aussi souvent essayer de prévoir la menace, de l'envisager de façon à se préparer, et qu'au moment où ça arrive, on ne dit pas « tiens, si j'avais eu ça, ça aurait été mieux » ou « si je m'étais préparé à cela, c'était mieux ». Alors la gendarmerie est une force militaire qui a un statut militaire, qui a des missions de police. Elle est aujourd'hui sur 50% de la population française et 98% du territoire. Je le dis par opposition à la police parce que ça fait 2 cultures totalement différentes. La police, c'est plus une police de la densité de population, quand la gendarmerie est plus une police qui fait de l'occupation de territoire. Donc tout ça fait que il y a des différences de culture qui vont apparaître. Notre culture militaire, dont nous sommes tous fiers et dont je suis particulièrement fier, fait qu'on a abordé le sujet du contre-terrorisme d'une façon un peu différente de celle de nos camarades du RAID. Tout l'intérêt du livre était de voir comment on pouvait faire pour comparer sans hiérarchiser, mais dire qu'on peut arriver à un même objectif avec des chemins différents. Donc en 45 ans, moi j'ai vu le GIGN passer, quand j'y suis arrivé à la fin des années 80, c'était une unité qui, après avoir eu 20 personnes, est passée à 80 personnes, puis 120 personnes. Aujourd'hui, c'est 400 personnes, puis 700 personnes depuis 1 an et demi, et là, on va avoisiner les 1000 personnes. Donc on voit que c'est quelque chose qui s'est développé, qui s'est adapté, qui s'est étendu, et qui a gagné peu à peu la confiance de ses créateurs, c'est-à-dire les commandants de la gendarmerie successifs, parce qu'au départ, on nous voyait un peu comme des anachronismes, un petit mal nécessaire, on ne savait pas trop comment utiliser ces gens-là,
qui étaient un peu des pionniers, peut-être avec parfois, on les qualifiait de cow-boys, mais qui étaient avec beaucoup de courage. Le courage dans ces unités-là est essentiel, hein, on pourra en reparler plus tard, mais qui ont fait évoluer, qui ont su capitaliser de l'expérience et qui fait que le GIGN est aujourd'hui une unité reconnue internationalement, au même titre que le RAID, qui est son unité sœur en France. Merci, merci mon général pour cet exposé. Alors, Jean-Michel Fauvergue, un peu la même question en miroir, mais concernant le RAID, créé par Pierre Jox en 85, c'est dire si Pierre Jox était visionnaire, il a créé des choses qui ont duré, dont notamment le RAID. Les Français ont découvert le RAID là aussi à la faveur d'affaires médiatisées. Je pense notamment à la prise d'otage du palais de justice de Nantes en 85. Dès l'année de la création du RAID, le RAID s'illustre dans une opération de prise d'otage. L'arrestation des chefs d'action directe, 1987. Le grand public, parce que ça passe sur les chaînes de télévision, découvre le RAID au moment de la prise d'otage de l'école maternelle de Neuilly. On est alors en 1993, ce qui popularise beaucoup l'unité. Bien sûr, l'arrestation d'Ivan Colonna, 2003, Merah, Mohamed Merah à Toulouse, avec ce retranchement qui dure, et le RAID qui mènera ensuite l'assaut contre Merah, et bien évidemment des opérations que vous avez commandées, l'Hypercacher, le Bataclan, sans compter ou sans parler même de Magnanville, d'autres opérations plus récentes et qui sonnent peut-être plus actuelles à l'oreille des personnes qui nous écoutent. Le RAID, c'est quoi? Comment vous décririez le RAID? Alors, le RAID, c'est une unité plus jeune que le GIGN, puisqu'il a été, vous l'avez dit vous-même, cher Guillaume, il a été créé en 85. Mais le RAID, c'est l'héritier des unités d'intervention de la police nationale qui se sont créées en même temps que le GIGN, grosso modo. Je veux parler des GIPN, des groupes d'intervention de la police nationale, et qui n'étaient pas unités centralisées, mais des petits groupes qui étaient disséminés dans les grandes villes, dans les grandes métropoles françaises, à Lille, à Lyon, à Bordeaux, etc. Et il y en avait 7. Il y en a maintenant. Alors, elles ont été transformées en antennes RAID. Elles ont été absorbées par le RAID sous mon commandement en 2015. Et actuellement, donc, le RAID, c'est une unité centrale et 10 antennes métropolitaines et 3 antennes d'outre-mer. À peu près 400 opérateurs d'intervention, donc opérationnels immédiatement, disséminés sur l'ensemble du territoire national. C'est plus intéressant pour agir beaucoup plus vite, bien évidemment, d'autant qu'on a du matériel lourd donc il vaut mieux être prépositionné, c'est quelque chose d'important et d'intéressant. Au tout départ, la première unité d'intervention de la police nationale, et il faut lui rendre cet hommage, c'était la BRI de la PP, les fameux anti-gangs qui étaient à la préfecture de police. Et ça aussi, ça date des années 72. Donc 72, la BRI de la PP, dont une partie est transformée en équipe d'intervention. Les GIPN, les groupes d'intervention de la police nationale qui se créent, le GIGN en même temps se crée, et en 85, donc le RAID, l'unité centrale de la police nationale. Vous savez qu'en France, on a, tout le monde le sait, donc on a deux corps de forces intérieures qui sont la gendarmerie et la police nationale. Thierry a décrit, je ne vais pas revenir là-dessus, et à chaque corps, la gendarmerie d'un côté a sa force d'intervention qui est mondialement connue, le GIGN, et la police nationale a son corps qui est mondialement connu aussi, le RAID. Donc, il nous a paru intéressant parce qu'on se connaissait, parce que moi, quand je prends le commandement du RAID en 2013, Thierry est déjà au commandement du GIGN et qu'on fait rapidement connaissance. Il nous a paru intéressant, et on va le décrire là, de se rapprocher quelques années après pour décrire ce qu'on a vécu et surtout, et ça c'est important, ce qu'on a initié tous les deux, parce que ça, on tenait à le dire. Ça nous fait presque une transition toute trouvée sur
le point suivant. J'ai fait exprès. Faciliter la tâche. Non, mais on voit souvent ces deux unités parfois comme des unités sœurs, mais aussi des unités rivales d'un certain point de vue. Ou alors, je ne sais pas si la presse se plaît à le présenter comme ça, mais comme des sportifs de haut niveau, quand il y en a un qui joue le match et que l'autre regarde le match depuis le banc de touche, parfois ça crée forcément un peu de rivalité ou alors des commentaires qui ne sont pas toujours à même. Et vous avez pris une initiative qui était justement de vous rapprocher. Alors, moi, j'ai une question qui me brûle un peu les lèvres. C'est comme parfois dans les couples, qui a pris l'initiative de contacter l'autre en lui disant, bon, maintenant, il faudrait qu'on se parle? À qui c'est qui parle en premier, là? Celui qui a pris l'initiative de contacter l'autre, je ne sais pas. Je pense qu'en fait, il n'y a pas un moment, l'un d'entre nous, enfin, je n'en ai pas souvenir l'un d'entre nous. Il y a simplement eu, encore une fois, une analyse de la situation extérieure et on voyait des opérations complexes en train d'émerger, loin ou plus proche de la France, et on disait un jour, ça va nous arriver. Et avec Jean-Michel, on avait particulièrement étudié un cas, c'était celui de l'attaque de Westgate à Nairobi. Au Kenya. Et, là, on s'était dit, il y a des moments où peu importe les différends qui existent et qui peuvent exister entre deux unités avec des compétiteurs, vous l'avez dit, il y a un moment où si on nous dit de travailler ensemble, et cet ordre, on sait d'où il viendra directement du plus haut, on ne peut pas répondre à mes désolé, on ne s'entend pas, on ne peut pas travailler ensemble. Il y a un moment où, jusqu'à présent, il n'y avait peut-être pas nécessité de travailler ensemble et on pouvait jouer sur l'opposition de façon médiatique ou l'émulation, mais il y a un moment où on s'est dit, Jean-Michel et moi, faut qu'on essaye de travailler ensemble et ça se prépare là aussi de travailler ensemble. Ça ne va pas se faire comme ça d'un coup de baguette magique en une semaine. Et comment ont réagi vos hiérarchies alors? Alors, mais la hiérarchie au départ était pas, elle n'a pas été immédiatement mêlée à nos rapprochements. En réalité, que l'on se rapproche tous les deux à l'époque, c'était plutôt bien vu parce que en général, les grosses hiérarchies n'aiment pas ces rivalités de boutique et n'aiment pas avoir affaire à ça. Même si quelquefois, en sous-jacence, il n'est pas interdit de penser qu'elles peuvent l'entretenir quelquefois. Mais se rapprocher, ça n'a pas été un problème. La problématique, elle est survenue après, et là je parle sous le contrôle de Thierry, elle est survenue après, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'est rapproché, d'abord on s'est rapproché parce que ça passait bien, le courant passait, c'est souvent comme ça, c'est des histoires de vie, des histoires de courant, etc. Le courant passait bien, mais on s'est rapproché aussi et surtout pour le job, pour le boulot, pour notre mission. Et effectivement, Thierry l'a dit, le Westgate de Nairobi, ça a été une espèce de prise de conscience, en tout cas pour moi, mais je pense que Thierry aussi. Et on s'est dit, si ça nous arrive en France, si on a des terroristes qui en France nous investissent un centre commercial, ces centres commerciaux modernes et tout, vous savez, à minima, c'est 3 niveaux, c'est des parkings, c'est des magasins partout, tous ouverts, sauf en période de Covid, malheureusement, avec derrière des réserves, etc. On ne sera jamais assez de deux unités avec l'ensemble des effectifs, plus la BRI qui fonctionne dans le cas de police nationale, hein, bien sûr, pour faire tout ça. Et puis, on avait aussi un principe d'action qui existe déjà dans la police et dans la gendarmerie, c'est le principe d'action du melon concurrent. C'est-à-dire que celui qui est dans son domaine de compétences territoriales, par exemple, l'hypermarché se trouve dans la zone police, eh bien, lui prend le lead, il prend le commandement et le concurrent, c'est celui qui va venir lui prêter son concours. Mais l'idée, c'était de travailler sur du melon concurrent, mais de travailler dans un PC commun, dans un poste de commandement commun. Et pour faire ça, eh bien, il n'y a pas de miracle. Il faut d'abord qu'on échange, qu'on s'y prépare, qu'on travaille ensemble, qu'on définisse des protocoles et surtout aussi
qu'on le fasse passer, non pas à ceux qui sont au-dessus de nous, parce que là, mais en dessous. Ça a été beaucoup plus dur. Alors justement, c'est la question d'après. Comment on s'entraîne ensemble quand on est des hommes du GIGN, du RAID, qu'on a des cultures professionnelles différentes, qu'on a probablement des protocoles aussi différents? Est-ce que c'est si naturel que ça de s'entraîner ensemble en se disant, au fond, bon, on est chacun une force d'intervention, donc on est confronté un peu à la même menace, on a des habitudes communes, ou alors est-ce que les différences culturelles entre la militarité du gendarme, le côté civil du policier fait que c'est compliqué au départ de s'entraîner ensemble? Alors, d'abord, il faut chasser de l'esprit que on peut arriver à faire une colonne avec un GIGN, un RAID, un BRI. Il y a une granulométrie qu'on retrouve dans toutes les relations interunités spéciales, on va dire, dans le monde entier. Cette granulométrie, en gros, elle est de l'ordre de 10 personnes. Vous pouvez agglomérer 2 groupes de 10, mais vous ne pouvez pas faire un groupe de 10 avec 2 fois 5. Donc déjà, ça, au départ, on est vraiment dans du pragmatisme. On sait jusqu'à quel niveau on peut descendre. Après, travailler ensemble pour les gens du bas, c'est-à-dire l'opérationnel qui dit mais finalement, ils sont un peu en train de me voler mon métier, parce que c'est un peu l'idée première qui existe chez l'opérationnel quand on lui présente la chose, c'est d'expliquer que l'autre, il faut le découvrir, et puis quand on découvre finalement, il n'est pas si différent que ça. Il a les mêmes problématiques, il aimerait bien avoir de meilleurs équipements, il aimerait bien aller sur des interventions de ce type ou de ce type. Et en fait, on a réussi peu à peu à faire que les gens puissent se connaître et se parler. Mais c'est quelque chose qui doit s'entretenir, parce que, vous l'avez dit, il y a beaucoup de légendes, de non-dits qui font qu'on peut penser que l'autre vient pour vous piller votre savoir-faire, que l'autre vient dans l'espoir de connaître vos petites recettes. Donc là, il y a une véritable action des patrons, de Jean-Michel comme de moi-même et de nos successeurs, pour dire il peut y avoir des idées sombres, mais en tout cas, il y a une obligation de travailler ensemble. Alors, ouais, pardon. Oui, non, je voulais juste rajouter qu'effectivement, il y a toute cette psychologie-là qui est importante et intéressante et qu'il faut faire passer aux gars, à ceux qu'on a sous son autorité. Et en termes de management, c'est très intéressant, on y reviendra sans doute. Il y a aussi la confiance que l'on doit faire. Moi, je dis dans le bouquin, parce que j'en suis profondément persuadé, que je n'aurais pas eu de difficulté à progresser sous la protection, par exemple, de snipers du GIGN, auxquels j'aurais fait confiance de la même manière que mes snipers à moi. Mais de manière plus terrain, plus prosaïque et plus importante, c'est qu'il faut aussi parler des mêmes choses. Et donc ça, c'était important que de se voir pour savoir si on parlait des mêmes choses. Je vous donne un exemple très simple, ce qu'on appelle le baptême terrain. On le décrit dans le livre. Alors, je ne vais pas dire tout ce qu'il y a dans le livre parce qu'on va laisser au lecteur le soin de l'acheter et de le lire. Mais ce baptême terrain, c'est quand on arrive sur place, vous avez par exemple en face de vous une maison, eh bien, avec des ouvertures, des fenêtres et des étages. Il faut savoir baptiser les fenêtres avec le même nom. C'est-à-dire que si vous commencez à compter les fenêtres dans les sens des aiguilles d'une montre et que l'autre unité les compte en sens inverse, vous avez un problème à l'ouverture du feu. Si vous avez annoncé qu'il faut tirer immédiatement sur la fenêtre A5, et si A5, l'autre unité pense que c'est de l'autre côté de la façade, là, il y a un vrai problème. Or, pour nommer ces fenêtres, faire ce baptême terrain, on avait une manière de tourner qui était inverse. Alors, je ne sais plus qui c'est qui allait dans le sens des aiguilles d'une montre et qui c'est qui allait... Mais en tout cas, c'était inverse. Et on a dû se mettre d'accord là-dessus. Et je me souviens qu'on s'est... au RAID, on a récupéré le baptême terrain du GIGN. Donc, on a repris la manière de faire du GIGN de ce point de vue-là. Et rien que ça,
Eh bien, rien que ça a été une bataille avec les opérateurs du RAID, qui a été une bataille importante, et je m'en souviens encore, mais qu'on a quand même réussi à persuader, parce que c'était important d'avoir ça. Alors justement, vous parliez du fait que vous avez commencé à travailler ensemble, que vous êtes parlé au niveau surtout descendant plus qu'ascendant, on comprend bien. Dans un contexte, et c'est le contexte qui compte aussi, vous parliez de Westgate, de cet attentat de masse dans le centre commercial au Kenya. Et après arrivent les attentats en France. La France n'avait plus connu d'attentats terroristes meurtriers depuis 1996, quand en 2012, Mohamed Merah frappe à Montauban, à Toulouse. Mais encore Mohamed Merah, il y a eu une négociation, elle a duré d'ailleurs très longtemps, avant que le RAID ne donne l'assaut final. Et puis ensuite, on a le sentiment sur les crises terroristes qui ont succédé, notamment à partir de 2015, qu'il n'y a plus vraiment de négociation possible, au fond, que le primo-arrivant est presque le primo-intervenant, que le négociateur n'a pas vraiment le temps de s'installer ni de parler. Quel est votre regard là-dessus, sur cette transformation du mode opératoire terroriste? Comment ça a été pris en compte dans vos unités respectives? Comment ça a changé la perception et peut-être aussi les protocoles d'intervention? Alors, d'abord, il y avait ce qu'on a appelé la guerre du temps. On a rapidement compris que le terrorisme du moment était un terrorisme qui visait à massacrer le plus grand nombre de personnes avant le début de l'arrivée des forces d'intervention, et qu'ensuite il y avait un combat dans lequel l'issue était fatale pour le terroriste qui mourrait en martyr, mais il y avait cette idée que jusqu'à ce que le terroriste arrive, jusqu'à ce que les forces de l'ordre arrivent, on tue un maximum de personnes. Alors ça va déclencher une réflexion profonde. On la voit arriver, on l'a vu arriver à Mumbai. Hein. Les attentats de Bombay sont exactement sur ce type-là de tactique déployée par les terroristes. Donc là, on commence à comprendre que l'action dans le temps va être rapide. Néanmoins, on ne négocie pas, mais des fois, il peut y avoir des terroristes qui cherchent à acheter du temps. Parce que le temps, c'est de l'exposition médiatique. Ce n'est pas parce que je parle que je veux obtenir quelque chose. Normalement, une négociation, si je prends une négociation commerciale, c'est j'essaye de faire qu'on arrive à un sortie gagnant-gagnant. La négociation entre forces de l'ordre et adversaire n'est jamais du gagnant-gagnant, mais au moins l'adversaire cherche à obtenir quelque chose. Là, la seule chose qu'il cherche à obtenir, c'est du temps. Mais les forces de l'ordre sont exactement dans la même situation. Elles aussi cherchent à gagner du temps, à acheter du temps, parce que plus l'on a de temps et plus l'on seront chirurgicaux. Mais s'il y a massacre, il n'y a pas de discussion, on agit dans les deux cas le plus rapidement possible. Et du coup, vous diriez que, question à l'un et l'autre, c'est la fin des négociateurs, parce que vos unités sont connues pour avoir des négociateurs. D'ailleurs, certains sont devenus médiatisés, ont aussi écrit des livres. C'est fini le temps où le négociateur arrivait et appelait le terroriste et essayait d'établir un contact avec lui pour justement vous permettre de gagner du temps? Non, en réalité, effectivement, on a des unités avec des négociateurs. D'ailleurs, des négociateurs, la partie négociation a toujours eu, entre le RAID et le GIGN, des contacts très importants et des actions communes, en particulier à l'étranger. Ça, il faut le signaler. Mais on a toujours eu des négociateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'actions actuellement. Vous avez l'action qui est une action importante. Pour le RAID, c'est entre 60 et 80, en fonction des années, 80 cas par an de preneurs d'otages ou de forcenés qui ont un problème psychologique particulier, qui ont des problèmes de ce type-là. Et là, 90% de ces cas-là sont sortis à la négociation. C'est-à-dire que les négociateurs s'investissent, passent le temps qu'il faut. Là, on peut laisser du temps à l'individu, sauf si les otages sont hyper menacés, mais on a le temps de le sortir à la négociation. Mais ce qu'on s'est aperçu avec en particulier l'affaire Mohamed Merah, et on en a tiré
les conséquences tous deux, c'est qu'on changeait de paradigme. Le paradigme, c'est on a affaire à des radicalisés, des islamistes radicalisés, dont le but final est en fait la recherche de la mort. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir négocier avec quelqu'un dont le but final est de rechercher la mort, les armes à la main, contre en particulier des policiers ou des gendarmes valeureux, ça va lui permettre pense-t-il, de monter au paradis d'Allah le plus rapidement possible. Donc là, vous ne pouvez plus négocier. Et donc, Mohamed Merah fut le dernier cas où le raid, confronté à un individu radicalisé, a négocié. Mais donc, il a fallu changer de paradigme, c'est-à-dire plus de négociation, dans le cas particulier de l'individu radicalisé, plus de négociation et un assaut, si possible, rapide. Thierry le disait pour gagner cette guerre du temps, faire en sorte qu'ils ne tuent pas les otages, qu'ils ne mettent pas en branle ces explosifs et qu'il arrête de se mettre en scène sur les télés d'information continue et sur les réseaux sociaux. Donc, il a fallu transformer notre négociation en contact. Mais le négociateur sait très bien qu'il n'y aura pas reddition, il ne se rendra pas, il ne sortira pas. Donc, il faut travailler dans ce sens. Et ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est une des premières choses. La deuxième étant les primo-intervenants. Mais ça, c'est une des premières choses qu'on a échangé, débriefé avec Thierry au tout début de l'année 2014, et en disant il ne faudra plus négocier. Et à partir du moment où vous vous dites ça, alors entre opérationnels, on sait pourquoi on se le dit, mais après, il faut l'annoncer aux responsables politiques, et moi, je les connais un peu maintenant, les responsables politiques. Quand vous dites à un ministre de l'Intérieur, monsieur le ministre, on ne négociera plus parce qu'on risque de perdre des otages, etc., ça lui enlève un argument face en particulier aux médias, de dire on a donné l'assaut parce qu'on a négocié jusqu'au bout, on ne pouvait plus aller au-delà de cette négociation, etc. Là, on lui dira non, on y va dès le départ. Donc, il faut l'introduire auprès du ministre. Et quand je me rappelle, moi, très bien, quand j'ai dit ça à mon directeur général de la police nationale, avec qui j'avais de bons rapports, c'était le premier directeur général, après ça s'est un peu gâché avec le second, il m'a dit mais Jean-Michel, t'es fou, je ne vais jamais dire ça au ministre. Je dis si, il le faut, parce que, et puis il y a dit, et effectivement avec Cazeneuve on a eu aussi bien Thierry que moi-même des discussions franches dans ce domaine-là. Et la deuxième chose, c'est les primo-intervenants. Les primo-intervenants, je vais laisser peut-être Thierry en parler, comme ça on va se... Et là aussi, c'est quelque chose qui... Ce que je voulais dire, c'est que... Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a voulu faire le livre, parce que c'est ces deux choses-là qui sont primordiales et qui ont changé le paradigme des interventions pour apporter de la sécurité le plus rapidement possible aux victimes sur le terrain. Eh bien, au départ, c'est nous qui les avons initiés. Alors, justement, pardon, je vous en prie, mon général. Je voudrais juste préciser une chose. La négociation, il y a une négociation à la française. Je dis une négociation à la française qu'il faut opposer à la négociation anglo-saxonne. On a tous en mémoire des films hollywoodiens dans lesquels on voit le bon négociateur qui veut arriver à résoudre la crise pendant que le gros bras de l'unité d'intervention cherche à aller vers l'action directement. En France, que ce soit le RAID comme le GIGN, la négociation a toujours été conçue comme un outil dans une boîte à outils à la disposition du patron de l'opération. Il négocie et la première vertu de la négociation, c'est d'apporter du renseignement à celui qui va diriger l'action. La deuxième chose, c'est que être négociateur, ça ne s'improvise pas. Celui qui pense négocier alors qu'il n'a pas eu la formation, des formations assez longues dans les deux unités, qui sont validées par un certain nombre d'opérations sur le terrain, on n'est pas négociateur. Et enfin, il y a un principe simple qui s'applique pour les commandants d'intervention qui ont des négociateurs, c'est celui qui négocie ne commande pas, et celui qui commande ne négocie pas. Toute personne qui fera cette erreur de confondre les deux tâches ira forcément à un moment ou à un autre à une catastrophe dans la gestion de la crise. C'est comme avec votre épouse à la maison, vous négociez avec elle et vous ne commandez pas, en fait.
Où on commande et on ne négocie pas. Si on suit le précepte du général, nos schémas sont possibles. Bon. Justement, pour en revenir à la guerre contre le temps, puisque vous nous expliquez l'un et l'autre que ce que ont beaucoup changé les attentats à partir de 2012, c'était cette idée que, en fait, il faut gagner du temps et que vous êtes face à des terroristes qui jouent de ce temps pour tuer un maximum de personnes. Ça a entraîné la réforme du schéma national d'intervention. On y arrive avec cette idée que nul ne devrait être sur le territoire à moins de 20 minutes d'une force d'intervention. Et donc, ça a eu une conséquence, c'est qu'on parlait tout à l'heure des transferts de savoir-faire. Ben, il a bien fallu transférer du savoir-faire aux unités qui étaient, pour certaines, des brigades anticriminalité de la police, des pelotons d'intervention de la gendarmerie, et leur apprendre à être primo-intervenante. Alors, comment ça s'est fait, ce transfert de savoir-faire à des gens ou à des personnels qui n'étaient pas membres de ces unités d'intervention et qui donc n'avaient pas reçu le même entraînement et qui n'avaient pas le même aguerrissement? Oui. Alors, tout d'abord, je voudrais apporter une précision. Ce n'est pas en 2012 qu'on a commencé à y réfléchir à ça, à la fonction du primo intervenant. C'est encore une fois en regardant ce qu'il s'était passé à l'international. À Bombay, les terroristes massacrent des gens dans le palace et cessent de massacrer les gens présents dès lors que les premiers policiers arrivent, et les premiers policiers en plus ne sont armés que de bâtons. Ils n'ont même pas d'armes à feu. Et ça, on a commencé à identifier tout de suite cette importance du primo-intervenant. Avec Jean-Michel, on s'est tout de suite dit, là, on est en train de violer une règle établie depuis une trentaine d'années en France. Quand il se passe une situation d'une extrême violence, vous faites un cordon et vous attendez que la cavalerie arrive. C'était la règle établie dans la police comme dans la gendarmerie. Alors après, il a fallu d'abord expliquer au grand chef qu'il fallait que les primo-intervenants interviennent immédiatement de manière à faire cesser les attaques et les massacres. Et après, il faut évidemment, une fois que les grands chefs sont persuadés, le décliner en action de formation. Et ça, c'est ce qui s'est passé ensuite. Mais moi, j'ai toujours souvenir, bien des années après, du ministre de l'Intérieur, je ne me rappelle plus son nom, là, qui était l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, qui, face à l'attaque terroriste à l'Opéra, dit « Nous sommes intervenus en moins de 6 minutes ». Et là, je me suis dit, Jean-Michel et moi, nous avions fait du bon travail, puisque nous avions réussi à persuader des ministres de l'importance de raccourcir au maximum le délai d'intervention, peu importe la nature de l'intervenant. Et tout ça, c'est effectivement, c'est toujours de sa part de nos rencontres en tout début 2014, hein, c'est-à-dire un an avant les prises d'otages que vous connaissez. Et donc, c'est préparé très en amont. On est persuadé, nous, que le primo-intervenant doit intervenir physiquement, l'arme à la main, tirer éventuellement pour riposter et pour faire en sorte que le tueur de masse, qui peut être un terroriste, enfin en général en France c'est un terroriste, mais ça peut être aussi une personne dérangée, que le tueur de masse cesse de tuer des victimes innocentes et s'intéresse aux policiers et riposte sur les policiers. Alors là, il y a deux scénarios. À Opéra, les primo-intervenants ont abattu le terroriste et l'affaire était réglée. Dans d'autres cas, le terroriste s'est retranché et là, ça nous laisse le temps d'arriver. Mais on savait, Thierry et moi-même, avec le GIGN et le RAID, qu'en faisant ça, alors ce que je vais dire est totalement horrible en termes de mots, mais faisant ça, on perdait des parts de marché. Le RAID et le GIGN perdaient ces parts de marché-là. Avant, c'était entre guillemets facile. Les primo-intervenants faisaient un cordon, comme a dit Thierry. On arrivait, on réglait l'affaire parce qu'on est hyper équipé, il y a le matériel, il y a la stratégie, etc. Donc, on règle l'affaire et on était seul sur la photo. Ce qui nous faisait plaisir, certes, mais ce qui n'est pas le but de la protection des Français, en réalité. La protection des Français, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins
cadavres possible, le moins d'innocents possible. Là, on était sûr de perdre des parts de marché, mais on a développé cette stratégie-là et on l'a vendue, entre guillemets, à nos politiques parce qu'on était intimement persuadés, l'un et l'autre, que c'était de notre devoir que de sauver de plus en plus de gens. Et ça, c'était la stratégie pour le faire. Alors justement, c'est exactement la question que j'allais vous poser, c'est que si on prend les 4 attentats terroristes meurtriers qui ont eu lieu en 2020, Villejuif, Romans-sur-Isère, Conflans-Sainte-Honorine et Nice, dans aucun de ces 4, vos unités n'ont le temps d'arriver pour neutraliser l'auteur. Ça se passe avant. Et ça se passe avant par d'autres primo-arrivants qui deviennent primo-intervenants. Et même dans le cadre du dernier attentat meurtrier à Nice, c'est la police municipale qui se retrouve en situation de primo-arrivante et donc de primo-intervenante. Alors, la question ultra provocatrice, c'est à quoi servent désormais vos unités, puisque finalement, elles sont plus engagées sur des crises terroristes? Alors, d'abord, on va différencier 2 choses. Les actions terroristes, telles que celles qui sont arrivées, avec les actions terroristes telles qu'elles se sont passées il y a quelques années. La situation revient toujours à qui est mon adversaire et comment s'organise mon adversaire. Quand Jean-Michel commande les opérations sur le Bataclan, on a affaire à un terrorisme d'exportation par des organisations terroristes qui ont un territoire à partir desquels elles ont de l'argent, elles vont réfléchir et elles vont exporter des opérations d'ampleur. On se souvient d'Al-Qaïda en Afghanistan qui arrive à monter l'opération sur le Twin Tower. Le fait que pendant des années, en Afghanistan, au Nord Mali, en Syrie, les forces militaires coalisées aient empêché les grandes organisations terroristes d'avoir une assise territoriale, ont fait que peu à peu, ils ont développé un terrorisme qu'on pourrait qualifier low cost ou d'inspiration. J'essaye d'avoir un gros effet avec très peu de moyens. Un couteau, une arme, un camion. Je ne dis pas que les effets sont moindres en vie humaine. Je dis simplement que la complexité est différente. Donc, nos unités, les premières choses à dire, c'est que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de détournement d'avions qu'on va dire arrêtez de vous entraîner sur des avions. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, ils attaquent avec un couteau qu'on va dire demain, il n'y aura plus d'attentats à la bombe, etc., etc. Ces savoir-faire-là, si demain ces unités les perdent, il faudra des années pour les retrouver. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, le RAID comme le GIGN sont les tours de contrôle opérationnels antiterroristes des 2 forces de police. À partir de leurs états-majors opérationnels, c'est là où ils pilotent les engagements de toutes les antennes, RAID et GIGN, sur leur domaine de compétences. Enfin, la dernière chose, c'est que les techniques, le plus souvent, elles viennent de ces unités qui sont le haut de la pyramide et qui sont des unités qui vont entraîner toutes les autres avec des antennes qui peuvent être soit des unités totalement sœurs, soit des unités dans lesquelles un jeune peut dire « je vais rentrer d'abord dans une antenne pour après aller dans l'unité nationale ». Donc, je ne pense pas que les unités aient malheureusement pas d'avenir. Je pense qu'il pourrait rapidement, on l'a vu, se développer un terrorisme dans un pays, pourquoi pas dans le Mozambique demain, au Mozambique demain, ou dans un autre pays, et à ce moment-là, avoir à nouveau un terrorisme d'exportation complexe qui nécessitera l'ensemble du spectre. Alors, du coup, on a parlé, ou en tout cas, on a évoqué la première question un peu provocatrice qui est celle de la substitution, mais vous êtes aussi un peu provocateur vous-même parce que dans un contexte politique où le ministre parle de rapprochement police-gendarmerie, vous commettez ce livre où vous parlez de rapprochement des 2 unités. Alors, l'autre question provocatrice, c'est pourquoi pas fusionner le RAID et le GIGN? Il y a beaucoup de personnes qui disent cela dans le débat public, où vous dites, et votre livre en atteste, que beaucoup de problématiques sont voisines, que vous avez des modes opératoires qui sont voisins, que vous avez des modes de pensée qui se rapprochent. Alors, pourquoi ne pas avoir qu'une seule force d'intervention
très entraînés, très bien équipés et de dimension nationale. Oui, cette question que vous avez est légitime. Et une partie de ce livre la prend en compte avec des réponses que nous donnons tous les deux, qui sont légèrement différentes, mais qui sont, je pense, intéressantes et ajoutées au débat. On ne prétend pas tous les deux, même si on a commandé ces unités-là, avoir la science infuse dans ce domaine-là. La problématique, c'est de savoir, est-ce que ça peut être aussi une problématique généralisée. Est-ce qu'il faut une gendarmerie et une police, par exemple? Et effectivement, à partir de ce moment-là, est-ce qu'il faut un GIGN ou et un RAID? Moi, la réponse que je donne, sans déflorer le sujet du livre, c'est que je ne suis pas pour une fusion police-gendarmerie, pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça serait fortement injuste vis-à-vis de l'un ou de l'autre. C'est des unités, mais c'est aussi des organisations, police et gendarmerie, qui ont fait leurs preuves, qui se sont construits au fil de l'histoire, qui sont d'une grande technicité l'une et l'autre, chacune ayant des points faibles et des points forts, comme tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et en plus, la deuxième raison, c'est, je veux le dire maintenant que je suis aussi un peu politique, c'est que politiquement, fusionner RAID et GIGN, ça serait véritablement la meilleure manière de se casser la figure, et c'est pas une bonne solution. Mais pour autant, il faut qu'on arrive à tirer le bon moyen de mieux coordonner, d'être mieux en cohérence et que ça dépende moins des gens. Là, ce qu'on décrit, nous, on a décrit ce qu'on a fait nous. Mais on aurait bien aimé qu'à un certain moment, quelqu'un prenne le lead quelque part en disant la nouvelle stratégie, ça va être ça, quelqu'un qui s'y connaisse, hein, bien sûr, ça va être ça, et on va faire comme ci, comme ça. Et nous, on l'aurait aidé là-dedans. Mais on a été obligé de prendre le lead parce que, en fait, ça vient des hommes. Et ça, moi, je pense que c'est un talon d'Achille de nos organisations. Et alors, il n'y a pas qu'au ministère de l'Intérieur, hein, je vous rassure. Hein. C'est qu'en général, ça fonctionne bien quand les hommes s'entendent. Et puis, il suffit ensuite qu'ils s'en aillent et ça fonctionne quelquefois moins bien ou quelquefois mieux s'ils s'entendent encore mieux. Moi, la solution que je propose et que j'ai proposée quand j'étais chef du RAID et que je propose maintenant, c'est non pas de fusionner, mais d'avoir un commandement commun, mixte alterné, c'est-à-dire avec des gendarmes et des policiers qui prennent la tête et qui alternent au fur et à mesure pour pas qu'il y ait de jaloux, etc., de l'ensemble de ces unités-là, parce que c'est une meilleure répartition, c'est pour moi une meilleure répartition, c'est plus opérationnel et c'est plus, ça répond plus à l'idée de mobilité, de coordination, de coopération. Mais c'est une idée comme une autre. Je conçois qu'elle puisse être contestée, mais en tout cas, pas de fusion et une meilleure coordination avec un échelon de commandement commun, par exemple. Et la spécialisation par domaine, ça a encore du sens? Par exemple, dire l'aérien, le GIGN, le transport ferroviaire, le RAID? Alors, l'aérien, après je laisse répondre Thierry. L'aérien, c'est en fait imposé comme ça par les faits. Vous avez cité tout à l'heure la prise d'otage de Marignane, cette très belle opération de prise d'otage Marignane. Et ensuite, le GIGN a continué à s'entraîner sur les avions. Il faut savoir qu'au moment de la prise d'otage de Marignane, le RAID était à Orly, parce qu'on ne savait pas si l'avion allait se poser à Marignane ou à Orly. Donc, si c'était posé à Orly, c'est le RAID qui serait intervenu. Bon, ça a été le GIGN. Le GIGN a continué sa spécialisation. Il est allé très loin et il est toujours très haut placé dans ces travaux-là, à tel point qu'à un certain moment, moi, quand je suis arrivé au RAID, on continuait à s'entraîner sur les avions, mais on n'avait pas ce niveau de technicité. Il faut savoir reconnaître aussi nos points faibles et nos points forts. On n'avait pas ce haut niveau de technicité. Ça nous coûtait cher. Ça servait à peu de choses parce qu'on savait qu'on avait le GIGN et que c'est le GIGN qui serait allé en premier. Nous, on pouvait être en arrière en concourant. Donc, on a tiré les conclusions et on est passé à d'autres spécialités. Enfin, on était sur d'autres spécialités sur lesquelles on a. Oui, c'est l'ancien patron du GIGN. Voilà, Thierry, je te laisse.
Oui, moi, je reviendrai à mes premiers propos quand on commençait, en disant il y a deux cultures parce qu'il y a deux types de travail dans des domaines totalement différents. La gendarmerie, c'est la profondeur du territoire et la police, c'est la densité de la population. Donc chacun a développé des savoir-faire appropriés à son espace. La deuxième chose, c'est que les deux directeurs généraux de la police et de la gendarmerie, mais je parlerai plus de la gendarmerie, ont dans leurs mains, puisqu'ils sont responsables de leur organisation, de leur institution, la totalité des moyens pour aboutir. C'est-à-dire les moyens financiers, humains, et forcément, ils déclinent ça en disant « je dois pouvoir tout faire dans ma zone de compétence ». À partir du moment où on lui dit « tu as une zone de compétence, mais tu ne vas pas tout faire dans ta zone de compétence », il va dire bah, « je ne suis plus responsable dans ma zone de compétence ». Enfin, pour arriver, c'est l'exemple même qu'a cité Jean-Michel, ça montre bien que très tôt, il y avait eu quand même des discussions et une espèce de rationalisation de dire c'est pas la peine que tout le monde fasse tout juste pour se faire plaisir. Et enfin, dernièrement, j'ai eu la chance récemment d'aller au GIGN et de voir que justement, naturellement, aujourd'hui, il y a des échanges entre les unités en disant, tiens, il se passe ça à tel endroit, je ne sais plus quel département c'était, on ne peut pas y aller, est-ce que vous pouvez y aller? Ça se fait naturellement aujourd'hui, sans qu'il y ait un déferlement de prise de position en considérant qu'on a perdu quelque chose ou qu'on a cédé du terrain, ou qu'il faille remonter à des arbitrages très hauts pour que ça se déclenche. Aujourd'hui, ça se fait naturellement d'unité à unité. Et ça, je pense que c'est un petit peu la nécessité qui a fait loi. Et peu à peu, il y a une raison quand même dans ces unités, même s'il y a beaucoup de personnalités. Juste rajouter, Oui, je vous en prie. je voudrais juste rajouter, Guillaume, que, et ça, je pense que ceux qui nous entendent et nous écoutent seront perméables à cet argument-là. On est face à des gens qui sont issus d'une école particulièrement de haute importance, etc. Nous, c'est pareil, on a deux unités d'intervention qui sont au niveau mondial, qui rayonnent au niveau mondial, véritablement, qui sont reconnues. Vous allez partout dans le monde, vous parlez du RAID et du GIGN, les gens savent d'où ça vient, ce que c'est. Alors, sans trop faire différence police gendarmerie, mais en tout cas, ils savent qu'il y a deux groupes, deux unités de ce type-là, et qui sont d'égales compétences et surtout qui sont de manière identique admirées et c'est quelque chose d'important. Donc, pourquoi casser ça? Donc, plutôt le coordonner que le casser, bien évidemment. Alors, il reste un tout dernier temps d'échange entre nous trois avant que les questions n'affluent. Je vois d'ailleurs que certains m'écrivent dans le chat en privé pour en poser, donc j'inviterai même tout le monde à se signaler en disant dans le chat public « j'ai une question » et puis comme ça, on pourra vous donner la parole. Le dernier temps, c'est le management, parce que bien, les alumni de Sciences Po sont pour beaucoup des managers. Les étudiants de Sciences Po qui sont présents ce soir, les étudiants et les étudiantes sont de futurs managers. Et vous avez été de grands managers parce que vous avez commandé des hommes, des femmes, on en parlera aussi tout à l'heure, qui sont quand même des personnalités fortes qui ont subi des sélections rudes. D'ailleurs, il y a de multiples reportages pour montrer à quel point ces sélections sont difficiles, qui doivent vivre avec la mort. Et vous parlez de la mort dans le livre et du rapport particulier à la mort au sein des unités que sont les vôtres. Alors, une question toute simple, c'est comment on devient manager d'une population comme ces hommes et ces femmes du GIGN et du RAID? Alors, je pense que là aussi, il y a deux cultures. Hein. Au GIGN, on est sur une culture très militaire, c'est-à-dire que moi, je suis rentré au GIGN en 1987 et j'y ai grandi. Je suis rentré tout petit, donc,
Et j'ai grandi, c'est-à-dire que j'ai fait mon stage qui a duré 1 an, au même titre que les sous-officiers qui rentraient en même temps, c'est-à-dire qu'on forme une promotion. Et à partir de là, on va apprendre pendant 1 an son métier avant de partir au début en doublure d'un officier expérimenté, puis après tout seul, on est lâché en autonome et on prend le commandement des missions. Mais c'est parce qu'on sait qu'on a suivi cette sélection assez difficile, cette année de formation, qu'on a été en doublure, qu'on va nous faire confiance. Je sais que quand je disais, ben tiens, on va rentrer par là, on fait sauter la porte, etc., les gens se disent, ben oui, on sait qu'il est rentré déjà le premier par la porte en premier de colonne, puisque ça faisait partie du métier quand on débute comme jeune officier. À un moment, ben, on nous met devant pour bien comprendre ce qu'est le métier d'équipier de base. Donc, tout ça fait que, peu à peu, on va gagner en expérience et aussi le fait qu'on va apprendre l'unité. Le GIGN, mais je pense que le RAID, c'est la même chose. Je cite toujours cette phrase de Napoléon qui dit « Délibérer est le fait de plusieurs, décider est le fait d'un seul ». En opération, toujours avant de décider quoi que ce soit, le commandant de l'opération, peu importe qui il est, l'officier chef de mission, va s'entourer de l'avis de ses cadres en disant, bon, comment vous le voyez, comment on va faire. Bon, généralement, tout le monde a à peu près la même solution et on déroule. Mais au bout d'un moment, il n'y en a qu'un seul qui décide. Et quoi que vous fassiez, que vous soyez au RAID ou au GIGN, il n'y en a qu'un seul qui décide. Et celui qui décide, c'est celui sur lequel la charge va reposer. Mais s'il n'a pas la confiance, et la confiance, c'est le maître mot de ces unités. Si vous n'avez pas confiance en vous, si vous n'avez pas confiance dans vos camarades, si vous n'avez pas confiance dans les équipements, si vous n'avez pas confiance dans les tactiques, vous n'irradierez pas de la confiance et vos donneurs d'ordre, aux prestataires de services que vous êtes, se diront, ben, finalement, peut-être que je ne sais pas si je suis sûr que je vais leur confier ça, ou, ah, pétard, là, comme dans un film, vous estimez à combien de pourcents l'échec? Or, ce n'est pas une question qu'on pose parce que généralement, on irradie de la confiance. Et alors, vous, Jean-Michel, comment ça se passe côté RAID? C'est un peu la même mécanique. Comment on gère cette population? Parce que vu de l'extérieur, on a l'impression que c'est un peu une meute, ces unités-là. Il y a vraiment des personnalités très, très fortes qu'il faut arriver à faire travailler dans un but commun. Alors, d'abord, comment on y arrive? Après, je répondrai directement à la question, mais comment on y arrive? Parce que faire le parallèle avec ce qu'a dit Thierry, parce que c'est marrant, on arrive aux mêmes missions, aux mêmes commandements, aux mêmes choses à faire, grosso modo, hein, par des chemins différents. Le commissaire de police que j'étais, le commissaire de police dans la police nationale, c'est un manager. Manager né, il y a une école des commissaires de police, c'est un management important avec des types de recrutement différents, extérieurs, intérieurs, etc. Et le commissaire de police est destiné normalement à, durant sa carrière, à prendre plusieurs commandements d'unités de plus en plus grosses, etc., de terrain, de voies publiques, etc. En fait, il est formé pour le management et ce n'est que, non pas par hasard, mais sur une décision particulière après avoir fait acte de volontariat, qu'il est nommé à la tête du RAID ou dans le commandement du RAID. Voilà. Mais par contre, il n'aura pas fait ce parcours que décrivait Thierry à l'intérieur du RAID. Le commissaire de police va arriver de l'extérieur pour prendre le commandement du RAID. En ce qui me concerne, j'avais déjà eu un commandement des fameux GIPN, des groupes d'intervention de la police nationale de 94 à 97, donc ça aide déjà à prendre un commandement. Et puis, j'ai passé mon temps sur le terrain, divers types de commandements, etc. Donc, déjà, on rentre par une porte un peu différente pour arriver sur le même type de mission et de commandement. Alors, le commandement au RAID, c'est effectivement, on a tous les deux des gens qui sont hyper recrutés, qui ont des caractères forts, mais qui sont animés de la même intention. Il faut travailler sur l'agilité, la confiance, l'agilité de groupe, etc., l'agilité d'équipe. Mais ça se travaille aujourd'hui
aujourd'hui, dans l'armée comme ailleurs, et dans les groupes spécialisés de l'armée, vous ne dites pas, ça se fait plus, même dans un corps très spécialisé, en disant, allez les gars, c'est là-bas qu'il faut aller, là c'est juste en face, là où ça tire, à l'assaut, au coup de sifflet, ça se fait plus ça. Ça se faisait à la guerre de 14 et encore au tout début de la guerre de 14, et après on a arrêté tout ça. Pourquoi? Parce qu'il faut construire son management pour aller au plus loin et au plus fort de l'action. Construire le management, c'est au RAID, on l'avait détaillé sur un séquentiel qui est le séquentiel de la vie, c'est-à-dire vous avez l'avant, le pendant et l'après. L'avant, nous on a appelé ça le management de cœur, c'est là où vous construisez, vous définissez vos nouvelles menaces, par exemple les nouveaux radicalisés, l'abandon de la négociation, l'assaut rapide, etc. Vous définissez cette menace-là, vous la partagez avec vos gars et vous dites maintenant, il me faut un nouveau process d'intervention beaucoup plus rapide si on veut sauver des gens. D'habitude, vous vous mettez en péril, là, vous mettrez encore plus en péril. Vous allez sortir de votre pseudo-zone de confort pour aller beaucoup plus vite. Mais là, ça demande de la discussion, ça demande à être enrichi par vos techniciens, vos tacticiens, etc. Le stratège s'enrichit dans ce moment-là précis des échanges qu'il fait avec ses tacticiens et ses techniciens. Après, pendant l'action, sur Vincennes comme ailleurs, les actions qu'a connues Thierry, mais c'est le commandement, c'est un commandement de guerre. Vous êtes passé, vous avez formé vos gens, vous avez travaillé sur votre management, vous passez à la partie active, le commandement de guerre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'a dit Thierry. C'est le commandement n'appartient qu'à une seule personne au chef. Et il ne peut pas la déléguer. Alors Thierry a cité une phrase, je vais me permettre de citer celle de Clémenceau, c'est en période de crise, pour prendre une décision, il faut être en nombre impair et pas plus de 2. Quoi. Donc ça veut dire qu'à un certain moment, la décision elle vous appartient. Et puis après l'action, et ça, il y a tout un paragraphe là-dessus sur notre bouquin, on a ce qu'on appelle le rétex, le retour sur expérience. Et ça, ce rétex, ça vous permet d'enrichir votre management de cœur, etc. Parce qu'on n'est pas dans un linéaire vital, on est dans un cercle vertueux vital du commandement et du management qui permet ensuite de perpétuer ce mouvement-là et d'essayer de rien oublier et d'avoir la meilleure commandement possible au moment le plus critique. Bien, écoutez, je vous propose que sans plus tarder, on passe aux questions, parce qu'il nous reste maintenant une demi-heure devant nous, donc c'est ce qu'on s'était fixé comme temps d'échange de questions. Pour les questions, je propose de donner à tour de rôle la parole aux personnes qui voulaient vous interroger, et que ces personnes, si elles le veulent bien, se présentent à vous en disant qui elles sont, ce qu'elles font, si elles sont étudiantes à Sciences Po, ce qu'elles étudient, et si elles sont alumni, bien évidemment, ce qu'elles font dans la vie. Je voulais en premier lieu, parce que c'est un point sur lequel je vous aurais moi-même interrogé, donner la parole à Maud qui vous interroge dans le chat sur les femmes, justement. Maud, si vous voulez prendre la parole un instant. Oui, bien sûr. Bonsoir, messieurs. Merci beaucoup pour la conférence. Alors moi, à titre personnel, je m'interrogeais du coup sur le degré de féminisation de ces unités. Et j'avais déjà assisté à une conférence à Sciences Po sur le GIGN. Et il me semble qu'ils avaient dit qu'il n'y avait donc aucune femme et qu'un des seuls pays ayant des femmes dans ce type d'unité, c'était Israël. Et que l'intégration des femmes dans le GIGN n'était pas forcément souhaitable parce qu'on avait constaté qu'en opération, les hommes avaient tendance à s'arrêter sur une femme blessée et que ça pouvait parfois freiner les opérations, ou voilà, que la psychologie du groupe différait un peu selon qu'il y ait des femmes ou non. Donc je voulais votre avis sur cette question. Alors, je voudrais préciser une chose, je ne sais pas qui était l'intervenant, mais il avait des connaissances un peu bizarres sur le GIGN. D'abord, de dire simplement que quand Jean-Michel et moi, nous commandions nos unités, nous allions à une réunion de toutes les unités européennes et le patron de l'unité norvégienne était une femme. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas qu'Israël, ou même au plus haut niveau, il y a des femmes. Au GIGN, il y a déjà des femmes. Il y a un grand nombre de femmes qui sont dans des structures opérationnelles. Alors,
en intervention, parce qu'au GIGN, il y a plusieurs métiers, mais dans le métier pur de l'intervention, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas d'hommes, il y a des équipiers. On passe des tests équipiers et on dit, ben voilà, vous passez des tests équipiers. Si vous êtes une femme, voilà les barèmes. Il n'y a pas de barème femme, il n'y a pas de barème homme, il y a des barèmes qui sont des barèmes équipiers. Dans un deuxième temps, il y a des domaines dans lesquels on va recruter des femmes. Et les femmes que l'on recrute, c'est dans des domaines comme l'observation-recherche, c'est-à-dire tout ce qui est plus travail de recherche de renseignement, tous ceux qui font des filatures ou qui s'enterrent dans le maquis corse ou des choses comme ça, où là, on recrute des femmes pour avoir vraiment des femmes dans le dispositif et pas avoir un dispositif que d'hommes ou que de femmes. Une fois que j'ai dit ça, le GIGN a appris, parce qu'auparavant, c'est vrai, il n'y avait pas de femmes, a appris à découvrir ce qu'étaient des équipiers féminins. Je dis a appris à le découvrir car c'est, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas la même population à former que des hommes. Alors, je le dis avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Quand on l'a découvert, on a d'abord découvert que, messieurs, les femmes ont un mental plus fort que les hommes. C'est-à-dire que quand on les met durant les périodes les plus difficiles où on fait craquer le vernis, où pendant 2 mois, on empêche les gens de dormir, ils dorment en gros entre 4 et 6 heures par semaine, et on leur fait d'énormes pressions physiques et psychologiques pour voir s'ils correspondent à ce qu'on cherche et s'ils ne nous dissimulent pas leur personnalité, on s'aperçoit que les femmes craqueront après les hommes. Et je dis toujours, il y a le deuxième effet qui se coule, c'est-à-dire que les hommes en présence des femmes craquent un peu plus tard parce qu'on ne craque pas devant une femme. Donc on a appris au GIGN d'abord à former les femmes et ensuite les femmes ont intégré les structures opérationnelles. Et je peux vous dire aujourd'hui, pour l'avoir vu, parce qu'au GIGN, le commandant du GIGN est également celui qui dirige la commission d'avancement. C'est-à-dire que les grades chez les officiers, c'est une commission interne au GIGN, ce n'est pas ailleurs qu'on décide qu'un tel va prendre un grade supérieur. Eh bien, les femmes, par leur valeur et leur mérite, progressent plus vite que les hommes au GIGN. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que dans le domaine où elles étaient, elles ont progressé plus vite que les hommes. Donc, de dire que les femmes, on ne les prend pas en intervention, c'est simplement parce que ce sont des équipiers et on veut un équipier. L'équipier doit être interchangeable. Il porte un gilet, un casque, il a en gros 30 kg de matériel sur lui, il est interchangeable entre équipiers. Mais ailleurs, quand on a un besoin de femme, et peut-être qu'un jour, il y aura une femme qui sera à l'intervention. Alors, au RAID, ils ont développé un autre concept, c'est le concept des négociatrices. Au GIGN, comme tous les négociateurs viennent de l'intervention, il n'y a pas de négociatrice, mais on n'a jamais eu besoin d'une sensibilité féminine dans la négociation. Je dis ça pour prévenir une question qui arriverait derrière. La négociation, c'est une pure technique dans laquelle on a des gens qui vont travailler, et que ce soit des négociateurs ou des négociatrices, on aura des négociatrices qui sont vraiment meilleures que des négociateurs, et l'inverse. Jean-Michel? Oui, pour répondre à la question de Maud, je crois, c'est ça. Pareil, sur l'intervention dans les colonnes d'assaut à proprement dit au RAID, il n'y a pas de femmes. Il n'y a pas de femmes. On a un vrai problème, c'est que, Thierry l'a dit, il y a à peu près 40 kilos de matériel offensif, défensif à porter, et c'est difficile. Mais la problématique, c'est plutôt qu'il y a aussi une autocensure du nombre de candidates féminines. Moi, sur mes 4 ans de RAID, j'ai fait 5 ou 6 recrutements. Je n'ai jamais eu de femmes gardiens de la paix ou brigadiers qui se sont présentés au test de sélection pour l'équipe d'intervention. Par contre, moi, j'ai eu 2 femmes qui étaient snipers au RAID. Alors, le matériel était un peu moins lourd, elles étaient snipers et elles étaient particulièrement excellentes, il n'y avait aucun problème particulier et ça se passait plutôt bien.
Je pense que dans une unité comme le RAID, c'est l'idéal pour qu'on ait des policiers féminins. S'il n'y avait pas ce problème-là, ça serait l'idéal parce que au RAID, en fait, on intervient en grosse unité sur une opération. On n'est jamais seul, quoi. Ça, c'est quelque chose d'important. Et en plus, il y a une appétence à l'intervention de certaines femmes et un sang-froid qui est intéressant à voir. Alors, on a développé la présence des féminines partout où on pouvait la développer, en particulier, Thierry l'a dit, sur la négociation, où les équipes de négociateurs et TRIS sont à moitié hommes, moitié femmes. À l'international aussi, je vous l'ai dit, deux snipers, deux snipers femmes qui sont partis. Mais je pense que dans l'avenir, il n'y a aucune raison que l'on ne retrouve pas des femmes au RAID, sachant que vous avez sans doute remarqué, aujourd'hui, on a des femmes dans les CRS, on a des femmes dans les gendarmes mobiles qui font du maintien de l'ordre, hein, qui sont au contact. Et dans les armées, on a des femmes combattantes aussi. Donc, il n'y a aucune raison je ne veux pas être trivial, mais de se passer de 50%, d'un peu plus de 50% de notre réservoir de recrutement. Dans la police, on est à peu près, d'une manière générale, à 26 ou 27% de féminisation. Là aussi, ce n'est pas normal qu'on ne soit pas à 50 et quelques pourcents, quoi. Je veux dire, à un certain moment, mais ça augmente sans cesse, hein. Donc voilà, cette évolution-là, on n'est pas encore effectivement vertueux, mais il y a un tas de raisons qui sont très valables physiquement, mais pas valables, je le reconnais, au niveau... c'est pas intellectuellement satisfaisant. Voilà. Alors on a ensuite la question dans l'ordre de Laurent Mezzini, qui voulait revenir sur le Bataclan. Laurent, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonsoir, vous m'entendez? Vous êtes présenté. Oui. Vous pouvez même mettre votre caméra si vous le pouvez, comme ça nos intervenants pourront vous découvrir. Ça fonctionne? Ça marche. Oui, voilà. Alors, je ne suis pas étudiant à Sciences Po du tout, donc je travaille chez Sistra, donc une ingénierie ferroviaire. Je posais la question sur le Bataclan, puisque ça a été, j'imagine, un choc, et puis avec un mode d'intervention des terroristes qui rentrent massivement et qui commencent à tuer massivement. Donc, le temps, j'imagine, joue un peu contre les forces d'intervention. Est-ce que finalement, cet événement vous a amené à revoir un peu vos doctrines d'intervention, y compris de coordination RAID GIGN? Non, sur le Bataclan, alors coordination RAID GIGN, on l'avait déjà, hein, donc on n'a pas attendu le Bataclan pour travailler là-dessus, mais non, sur le Bataclan, non, clairement non. Ce qui nous a fait revoir nos doctrines d'intervention, on l'a dit tout à l'heure avec Thierry, c'est ce qu'on a tiré de la Fermera et ce qu'on a tiré de ce qu'on a vu à l'international. C'est-à-dire qu'on a décidé d'abandonner la négociation en tant que telle sur des individus radicalisés, parce qu'on savait qu'elle ne servait à rien, il n'y aurait pas de reddition. Et on a essayé de travailler sur la rapidité de l'intervention, justement pour dompter le temps, comme disait Thierry. Mais pas le Bataclan. C'est pas le Bataclan. Bataclan, on est intervenu. Alors, Bataclan, comment vous dire ça? L'intervention du Bataclan nous a fait abandonner beaucoup de protocoles d'intervention parce qu'on a travaillé dans l'urgence, parce que le massacre était tel qu'il fallait qu'on aille vite. Et par exemple, comme protocole, on a travaillé en collaboration avec la BRI, mais sur le rez-de-chaussée où j'étais, moi, avec le RAID, le protocole, c'est quand vous êtes chef du RAID, vous mettez dans le poste de commandement qui est juste à côté, quoi, hein, qui n'est pas très loin, mais vous devez prendre un peu de recul pour gérer vos effectifs, vos spécialistes, etc. Là, c'était tout le monde était à l'intérieur, tout le monde devant, et les ordres se donnaient au plus près. Voilà, ces protocoles-là, on les a dans l'urgence, on est capable de les transcender, de faire autre chose. Voilà.
C'est tout sur le Bataclan. Mais le changement de paradigme d'intervention, il date d'avant et il était mûrement réfléchi. Voilà. Je crois qu'il y a ensuite enfin, sauf parce que mon général, vous vouliez ajouter un mot sur le Bataclan, je ne veux surtout pas vous couper la parole. Sinon, question de Fabienne, qui voulait revenir sur les raisons qui font que vous argumentez en défaveur d'une fusion RED-GIGN. Ça lui semblait peu clair, nous dit-elle dans le chat. Fabienne, si vous voulez prendre la parole. Ah, Fabienne est partie. Bon, alors nous allons passer à la question de Fabrizio, qui voulait parler. Ah, Fabienne, vous êtes là. Oui, non, excusez-moi, j'avais désactivé mon micro. Donc, bonsoir, messieurs, merci pour votre intervention. Bonsoir tout le monde. Effectivement, je ne suis pas une spécialiste du tout. Moi, j'ai un cabinet de conseil, recrutement, ressources humaines. Et pour le coup, je voulais avoir un peu plus de clarté sur le fait de ne pas fusionner. Quels sont les arguments, enfin, qu'est-ce qui sous-tend ce débat sur la fusion ou pas des deux forces en présence, sachant que le fait, vu de l'extérieur, qu'elles ne soient pas fusionnées, semble manquer un peu de cohérence de l'extérieur. En tout cas, on imagine qu'il y a plus intérêt à fusionner que pas, mais après, est-ce que c'est des questions de corps, de statut Voilà, je suis le néophyte qui pose une question. Alors, merci pour votre question. Alors, je vais essayer de répondre avant Jean-Michel, mais je laisserai la place à Jean-Michel. Puisque vous êtes dans un cabinet de recrutement, vous devez avoir observé de nombreuses fusions de sociétés. Vous me direz oui, mais comme DRH, oui, certainement. Ce sont des belles réussites, généralement. Hein. Ça dépend, oui. Ouais, la plupart, elles laissent quand même de sacrées traces humaines en passant. Si c'est bien préparé, ça va. Ce que je voudrais dire simplement, c'est qu'il n'y a pas un seul pays au monde qui n'ait, à exception de pays très autoritaires, qui n'ait pas deux unités. Si vous regardez les Britanniques, ils ont deux unités. Le CO19 de la fameuse Metropolitan Police Scotland Yard, qui est l'unité police, et ils ont le 22e SAS, qui est l'unité militaire. Si vous prenez les Allemands, ils ont le GSG9, qui est l'unité fédérale, et ils ont une unité par land. Et partout où vous allez, dans tous les pays, tout le monde a gardé deux unités. En Israël, ils ont gardé deux unités. En Russie, ils ont gardé deux unités. En Italie, pareil. En Espagne, pareil. Il n'y a pas un seul pays qui a décidé, à part la Biélorussie, d'avoir une seule unité. Je pense que déjà, je vous l'ai dit au départ, l'outil est adapté à son institution. C'est-à-dire que le GIGN est adapté à la gendarmerie, le RAID est adapté à la police. Le jour où il n'y a plus qu'une seule force de police, on pourra peut-être se poser la question. Ce n'est pas le cas parce que je vous expliquais déjà pourquoi il valait mieux qu'il y ait deux forces de police. Là aussi, démocratiquement, dans tous les pays européens, il n'y a jamais un seul pays qui n'ait qu'une seule force. Si vous prenez les Anglais, ils ont une police, mais elle est divisée en autant de comtés. Il n'y a pas une police britannique. Il y a une multitude de polices qui se superposent et se juxtaposent. Donc le fait qu'on ne fusionne pas, même si on peut imaginer que intellectuellement c'est satisfaisant, séduisant, je pense que les pertes seraient plus grandes que les gains. Donc, pourquoi changer quelque chose qui fonctionne si ce n'est pour dire j'ai changé, je suis celui qui l'a changé? Là, ça serait un risque, et là, Jean-Michel l'a parfaitement dit, je pense qu'aucun homme politique ne prendrait ce risque. Je vois déjà que quand il faut fermer un commissariat ou fermer une brigade de gendarmerie, il y a des levées de boucliers entre les députés, les sénateurs, les conseils généraux, etc. C'est hyper compliqué. Alors, des unités qui sont les vitrines de leurs institutions, ça serait encore plus difficile. Ok, merci. Alors, je vous propose qu'on passe à la question de Fabrizio, qui voulait justement vous interroger, messieurs, sur le rôle de ces unités RED-GIGN à l'étranger. C'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup parlé. Fabrizio, si vous voulez prendre la parole. Oui, bonsoir. Donc, Fabrizio Denis Ferretti, mon métier, c'est le financement de l'énergie, donc assez loin ou en tout cas pas très près de ces métiers-là. On se souvient tous de l'intervention du GIGN en Arabie Saoudite il y a de nombreuses années, et je me demandais, eu égard à la notoriété et à la grande spécialisation de ces unités, est-ce qu'elles étaient amenées de manière
soit en formation, soit de manière occasionnelle ou non publique ou d'une autre manière, à intervenir dans des opérations à l'étranger qui défendent naturellement ou qui sont liées aux intérêts nationaux, bien entendu. Jean-Michel, tu veux répondre? Oui, sur le RAID. Le RAID est une unité d'intervention de la police nationale, donc de manière générale, il travaille à l'intérieur de nos frontières, les frontières continentales et ultramarines. Et donc, le RAID n'a pas vocation à intervenir à l'extérieur. Par contre, on fait des formations à l'extérieur, on en coopère sur des formations. Et on a en action extérieure le renfort de la protection de l'ambassade de France en Afghanistan et au Liban. Voilà les grosses. Sinon, il y a pas pour le RAID, il n'y a pas d'intervention extérieure. Alors, pour le GIGN, c'est un peu différent. C'est dû à notre statut militaire. Le statut militaire fait qu'on peut être mis à disposition du chef d'état-major des armées pour faire des actions à l'étranger. Donc, c'est pour ça que le GIGN a une longue tradition de travail avec les forces spéciales, hein, le 13e régiment de dragons parachutistes, les commandos Hubert, principalement, pour des raisons où on avait sélectionné certains types de missions. Mais pour parler plus simplement, je dirais que quand j'étais au GIGN, quand je commandais le GIGN, je pense que ce devait être l'été 2012. Vous savez qu'il y a des accords de défense entre la France et les Émirats arabes unis. Et donc les Émirats arabes unis qui faisaient l'objet de menaces de piraterie aérienne et de détournement d'avions avaient demandé à ce que le GIGN monte l'alerte pour la flotte Emirates si jamais il y avait un détournement d'avion. Et il y a eu un accord, dans le cadre des accords de défense, c'était prévu que le gouvernement émirati puisse le demander au gouvernement français. Et je me rappelle qu'au mois d'août, on avait monté l'alerte, on était en alerte de toute façon, comme d'habitude, mais susceptible, sur demande du gouvernement émirati, de partir à Abu Dhabi ou à Dubaï. Je me rappelle que la seule remarque qui avait été faite par l'Élysée, c'était de dire aux Émiratis, OK, il n'y a pas de problème, mais c'est à vous à les emmener en avion là-bas. Eux avaient dit, de toute façon, il y a toujours des avions d'Emirates en France, donc on trouvera toujours suffisamment d'avions pour les emmener. Alors, je crois qu'ensuite, on a une question de Jérémy. Si Jérémy veut prendre la parole, il voulait parler de maintien de l'ordre et de RAID et GIGN. Alors, est-ce que cela fait bon ménage, le maintien de l'ordre par le RAID et le GIGN? Jérémy, si vous êtes là, si vous voulez vous présenter à nos intervenants. Non, sinon je lis votre question à haute voix. En fait, Jérémy demandait si le RAID et le GIGN intervenaient lors des manifestations parisiennes, notamment celles qui ont dernièrement dégénéré, nous dit-il, et il demande si c'est le métier de ces unités-là d'être en appui sur du maintien de l'ordre. Je vous laisse répondre, je pense deviner la réponse. Mais... Ouais, la réponse est très simple, c'est non. Le RAID, je ne réponds pas pour le GIGN, mais bon, ce sera pareil, je pense. Ces unités-là ne sont pas faites pour ça. Elles ne savent pas faire d'ailleurs, et elles ne savent pas faire, et elles le feraient mal si on leur demandait à faire ça. Il ne faut pas croire que, et j'en profite d'ailleurs, parce que c'est intéressant comme question, il ne faut pas croire que parce qu'on a une spécialité qui est importante dans le domaine, par exemple, du contre-terrorisme, de la prise d'otages, etc., qu'on puisse tout faire, arriver à tout faire. Non, on est un outil, le RAID est un... Je suis désolé d'employer ce terme-là, il n'est pas très beau. C'est un outil particulier qui sert pour une mission particulière. On a des professionnels du maintien de l'ordre que sont les CRS pour la police, les gendarmes mobiles pour les gendarmes, des compagnies d'intervention spécialisées dans certaines villes. Donc, c'est à eux à gérer ces maintiens d'ordre-là. Et je veux juste rajouter que c'est plus difficile maintenant de faire du maintien de l'ordre quelquefois que de faire des opérations, le RAID et le GIGN, de faire du maintien de l'ordre devant les caméras, mis en cause tout le temps. Le GIGN et le RAID, et quand ils interviennent, ils sont peu mis en cause et souvent applaudis. C'est fortement injuste pour les unités qui font du maintien de l'ordre, justement.
le GIGN en un mot, mon général. Je voudrais juste préciser une chose. Je suis totalement d'accord avec ce que dit Jean-Michel. Le maintien de l'ordre, c'est un vrai métier. Que ce soit les gendarmes mobiles ou les CRS, il faut un vrai métier. Et on voit que toute personne non formée au maintien de l'ordre, qui fait du maintien de l'ordre, il y a des erreurs qui sont notées, qui sont filmées et qui sont compliquées ensuite à gérer. Le GIGN ne fait pas de maintien de l'ordre. Ceci dit, c'est vrai et c'est faux. Le maintien de l'ordre du GIGN, le GIGN est intervenu dans le cadre d'opérations outre-mer. Il y avait des émeutes. C'était du maintien de l'ordre. On était au-delà du maintien de l'ordre, on était dans le rétablissement de l'ordre en Guadeloupe. Et il y avait des gens qui tiraient avec des armes à feu sur les gendarmes mobiles et les CRS. Enfin, c'était des gendarmes mobiles. Et là, le commandant des forces de gendarmerie, avec le préfet, qui s'avère être le premier commandant du raid, c'était Ange Mancini, ont demandé à ce que le GIGN vienne apporter son expertise dans le domaine des contre-tireurs. C'est-à-dire dire, il y a des gens embusqués qui tirent avec des fusils à lunettes sur les gendarmes mobiles. Comment peut-on faire pour les détecter et, si possible, les empêcher d'ouvrir le feu? Donc là, on était intervenu. Mais ce n'est pas le métier du GIGN, à de très rares exceptions. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, le RAID comme le GIGN sont des prestataires de services. Mais il faut aussi, et c'est la première qualité fondamentale de ces unités, c'est savoir dire non. Non, ce n'est pas ma spécialité. Non, je ne sais pas le faire. Non, je ne suis pas un magicien. Alors ensuite, ce n'est pas de la magie, mais c'est du jeu vidéo. Il y a une question de François. François, si vous voulez prendre la parole, vous vouliez parler de jeux vidéo. Oui, bonsoir. Du coup, je suis donc étudiant à Sciences Po en première année. Et ma question, puisque M. Fauvergue a parlé de la réputation du RAID et du GIGN à l'international, j'ai connu le jeu vidéo et je sais que Rainbow Six Siege, qui est une production de Ubisoft, inclut le GIGN. Du coup, je voulais savoir comment l'institution avait coopéré avec l'entreprise, la compagnie, et quels atouts et bénéfices elle pensait en tirer peut-être si elle a coopéré. Et après, ma deuxième question, ça a rappelé aussi les médias où on parlait de savoir comment le GIGN et le RAID faisaient face à la couverture croissante des interventions parfois complexes par les médias et les journaux, pour comment gérer cette présence médiatique de nos jours. Voilà. D'abord, le mot GIGN n'appartient pas au GIGN. Les 4 lettres appartiennent à la Gendarmerie nationale et c'est le service de presse de la Gendarmerie nationale, le CIRPA, qui a en charge, quand quelqu'un utilise soit l'image, soit le mot, d'accorder l'autorisation sous condition. Alors après, c'est contractuellement défini. Il est évident que chaque fois qu'on dit du bien de vous, c'est encourageant. Quand on dit du mal, évidemment, ça touche beaucoup parce que les gens dans les 2 unités sont des affectifs. Mais on sait très bien que de temps en temps, on dit du mal et puis il faut faire avec. S'agissant de la question sur la presse, avant de laisser la parole à Jean-Michel, je dirais que cette notion de la presse qui couvre les interventions, c'est assez vieux. Ça vous rappelez tous, peut-être pas vous parce que vous êtes un peu jeune, mais des images des gens qui montaient la passerelle en 1994 pour rentrer dans l'Airbus. Donc déjà, LCI couvrait en direct. C'est une contrainte que tout commandant opérationnel est tenu d'intégrer. C'est-à-dire qu'on peut dire c'est gênant, mais on ne peut pas l'empêcher. Donc, certes, on va demander à ce que les forces de gendarmerie ou de police, de sécurité publique essayent d'écarter le plus possible les caméramans, mais on sait très bien qu'avec un billet de 50 € ou 100 €, ils vont monter au 4e étage de chez le voisin et rentrer et prendre des films. Donc ça, on le sait, donc on l'intègre pour le faire. Après, ce qui est le plus gênant, c'est que ça dévoile des techniques où ça permet aux gens d'éviter qu'on bénéficie de l'effet de surprise. Si vous lisez notre livre, il y a toute une explication sur l'importance de la surprise dans l'action pour les unités d'intervention.
Et le fait que ce soit couvert en direct, c'est de nature à nuire gravement à l'effet de surprise. Moi, j'ai apporté alors effectivement, ça crée quelques problèmes. Par exemple, pendant l'assaut de l'hypercachère, les artificiers du raid n'ont pas pu préparer leurs explosifs pour mettre sur la porte arrière. Ils l'ont fait au dernier moment parce qu'ils étaient filmés en direct, et donc ils auraient perdu le bénéfice de la surprise, et le terroriste à l'intérieur se serait douté, on supposait qu'il regardait la télé ou qui suivait ça, se serait douté qu'on allait porter l'assaut, donc on l'a fait au dernier moment. Évidemment, ce n'est pas satisfaisant parce que quand on prépare une opération, en particulier quand on place des explosifs, on les place hors de la vue, on les place avant, et on se repositionne après et on fait péter les explosifs une fois que tout est repositionné. Ça, c'est l'exemple pratique de ce que nous emmène en négatif le fait d'être filmé de partout. Maintenant, il y a un aspect positif à être filmé de cette manière-là, et cet aspect positif, il est psychologique, et il est psychologique sur l'ensemble de la population, l'ensemble de la population française. En voyant les opérations, je peux vous le garantir, en voyant les opérations du RAID et du GIGN concomitantes en janvier 2015, le GIGN était Alain Martin Anguel face aux deux terroristes que l'on connaît. Le RAID et la BRI étaient face aux terroristes qu'on connaît à la porte de Vincennes, à l'hypercachère. Eh bien, quand les assauts ont été donnés quasiment concomitamment, ça a été filmé en direct, et il y a eu, porté par ces films et ces images-là, un grand soulagement et une grande, non pas allégresse, parce qu'on était quand même dans la tristesse, mais un grand soulagement de la part de l'ensemble des citoyens qui vivent sur notre territoire national. Et je pense que ces images de télé, ces radios ont permis à beaucoup de Français et non Français, des gens qui vivent sur le territoire national, de se dire on a des belles unités, on peut se rassurer. Ça les a rassérénés. Donc, la télé, les radios, les médias d'une manière générale, et ça va rassurer Guillaume, je pense, c'est pas négatif. C'est pas du mauvais. Bon, merci infiniment, Jean-Michel. Ce sera un peu le mot de la fin pour les réponses aux questions, parce qu'on a dépassé de légèrement 2 minutes le temps qui nous était alloué ce soir. Avant de céder la parole à Bernard Elgoul pour le mot de conclusion, je voulais vraiment sincèrement vous remercier. On a passé un très bon moment, je crois pouvoir le dire au nom de tous, et rappeler surtout votre livre aux éditions Mareuil, RAID, GIGN, Thierry Roscoe, Jean-Michel Fauvergue. On en a dévoilé une partie, mais pas tout, donc j'invite tout le monde bien sûr à se le procurer, et ainsi il pourra mieux connaître ces deux unités, et puis surtout voir à quoi vous ressembliez étant jeune. Donc je ne spoil rien, mais il y a quelques photos au milieu. Voilà. Ça, c'est le coup de poignard dans le dos, là. Ouais. Il y a quelques photos collector, mais je ne les montre pas justement pour préserver l'intérêt et le teasing pour les lecteurs. Bernard, je vous rends la main. Merci beaucoup, Guillaume. Et Guillaume qui veut dire quand vous étiez un peu plus jeune, messieurs, puisque vous l'êtes encore. Évidemment, mes mots de conclusion, simplement pour ajouter mes remerciements, ceux de Pascal Perrineau, président de Sciences Po, alumni du conseil d'administration, et de l'ensemble de la communauté des alumni de Sciences Po, à ceux que vient de formuler Guillaume. Merci pour votre disponibilité, merci d'avoir accepté notre invitation, et là encore, je ne crois pas trahir les pensées de nos alumni en vous témoignant également ce soir, à notre modeste échelle, mais évidemment notre reconnaissance pour les services que vous avez rendus
dans vos fonctions de commandement respectives à la tête du GIGN et du RAID à la France et à l'ensemble de ses citoyennes et citoyens. Donc, soyez-en ici, évidemment, en notre nom, très, très chaleureusement remerciés, et que nos meilleurs voeux de bonne santé vous accompagnent dans les missions qui vous occupent désormais et qui, bien sûr, accompagnent l'ensemble des hommes et des femmes du RAID et du GIGN dans leur mission au quotidien. Cher Guillaume, merci pour votre parole experte, comme d'habitude, pour l'animation et la modération de cette conférence. Nous aurions évidemment aimé pouvoir vous retrouver aujourd'hui en présentiel, comme on le dit désormais, pour pouvoir notamment procéder à une séance de dédicace de votre ouvrage. Ce n'est que partie remise, mais j'incite évidemment très chaleureusement et de manière très appuyée chacune et chacun des alumni de Sciences Po et des personnes auditrices présentes ce soir à aller plus loin dans le débat en faisant l'acquisition de votre ouvrage coécrit. Et pour l'ensemble d'entre vous, chers alumni, chers amis, je vous souhaite là encore, au nom de Pascal Perrineau et de l'ensemble des membres de l'association, une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur les réseaux de votre association préférée, et pour celles et ceux qui ne nous rejoindraient pas dans les prochaines semaines, je vous souhaite d'ores et déjà de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous en 2021. Général Orozco, Jean-Michel Fauvergue, merci très chaleureusement à nouveau à tous les deux. Guillaume, merci, et à nouveau bonne soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci Bernard. Au revoir. Merci beaucoup. Merci messieurs, bonne soirée, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.